Name Games. Les Gnoblards des montagnes des larmes ont développé une relation symbiotique avec les tribus ogres et ils vivent pour la plupart dans ou à la lisière des campements de ces dernières, cette proximité leur assurant une certaine sécurité face à la prédation dont ils sont victimes ailleurs. Les ogres se satisfont de la présence des Gnoblards car dans la pratique, ils en usent selon leur gré. Ces petits peaux vertes ont cependant 3 caractéristiques qui en font de bons serviteurs et leur assurent une longévité toute relative. Tout d'abord, ils sont peu appétissants au regard des ogres qui les trouvent maigrichons et insipides. Quelques-uns finissent bien en ragoût, mais c'est assez rare puisque l'ogre considère que manger du gnoblard est la marque d'un faible statut social ou bien un signe de désespoir. Seuls le nez et les oreilles ont un peu de goût et il n'est pas rare qu'ils servent d'en-cas. La seconde raison est l'enthousiasme aveugle dont les gnoblards font preuve. Un esclave tente généralement de se rebeller ou de s'enfuir et doit faire l'objet d'une surveillance vigilante, mais les gnoblards ne semblent pas disposer de la volonté nécessaire et recherchent, même au prix de la servitude, la sécurité offerte par des maîtres puissants. Du point de vue de ces derniers, ce masochisme pragmatique compense en grande partie leur incompétence et leur stupidité. Enfin, la force des gnoblards réside dans leur nombre. Peu importe qu'ils trépassent par centaines, victimes de l'une des nombreuses morts violentes coutumières dans les montagnes des larmes, ils restent légion à se quereller pour pouvoir servir un maître. La relation qui les unit aux ogres est si étroite que leurs traditions sont désormais intimement liées à ces derniers et à leur campement. Le gnoblard est chétif, lâche et malveillant. En raison de ses nombreux prédateurs, il possède un instinct de survie très développé qui n'est pas inutile puisque même ses congénères le considèrent comme une menace. Les gnoblards chassent en attirant leur proie près d'un campement ogre. Une fois que leurs maîtres ont fait étalage de leur goût immodéré pour la violence, ils peuvent traîner les blessés dans un coin pour les achever lentement. Lorsqu'un gnoblard a quelque chose à sa merci, il a tendance à se décharger de toute la frustration qu'il a accumulée, et ce n'est guère joli à voir. Les ogres aussi torturent parfois leurs prisonniers pour se mettre en appétit, mais leur force mal maîtrisée, l'ennui ou plus simplement la faim, met souvent rapidement fin au supplice. Quant aux gnoblards, ils tourmentent non seulement pour le plaisir, mais surtout en raison de la sensation de pouvoir que cela leur procure. Elle est si intense qu'elle induit une accoutumance, mais il est rare qu'un gnoblard ait sous la main une créature intelligente, autre qu'un congénère, à martyriser. Il fait donc toujours durer la torture aussi longtemps que possible et se sent trahi lorsque sa victime rend l'âme, le privant de son passe-temps favori. Les jeunes gnoblards se regroupent pour jouer avec de petits mammifères ou même avec le plus faible du groupe s'ils pensent avoir le dessus. Les sports gnoblards sont en majorité des formes rituelles de chasse et de torture. Chez les gnoblards, les classes sociales sont nombreuses et évolutives. Le statut d'un individu s'y mesure à l'aune de son apparence physique. Tout comme chez leurs maîtres, les plus grands ont tendance à se hisser au sommet de la pyramide sociale. Cependant, ce critère reste secondaire en comparaison de la longueur des oreilles et dans une moindre mesure celle du nez. À l'instar des sociétés où une longue barbe ou un grand âge sont synonymes de sagesse, les gnoblards considèrent que de grandes oreilles tombantes sont le signe de l'importance et de l'autorité de l'individu. Ainsi, un gnoblard aux appendices faciaux développés se sentira supérieur et voudra tout régenter. Or, cette attitude conduit à d'incessantes chamailleries tant les gnoblards perçoivent leurs oreilles de façon hypertrophiée. Cependant, les plus forts n'ont pas systématiquement les plus grosses oreilles. De fait, lorsqu'elles ne sont pas à la mesure de leurs ambitions, ils sont complexés, voire paranoïaques, s'imaginant que les autres passent leur temps à se moquer de leurs petits attributs auditifs, ce qui n'est pas tout à fait faux.
Les oreilles et le nez sont donc des sujets de compétition permanente entre gnoblards, et même ceux qui ne sont pas particulièrement favorisés mémorisent la taille de celles et ceux de leurs voisins, car seul le mépris accompagne les gnoblards aux appendices les moins développés. Comme pour tout le reste, les gnoblards essaient bien entendu de tricher. Ils mettent au point nombre de techniques pour allonger ou faire gonfler ces organes, ou confectionnent des postiches. La quasi-totalité de ces tentatives pathétiques se solde par un accident ou un résultat ridicule. Mais de temps en temps, un gnoblard très malin ou particulièrement chanceux atteint son objectif et gravit 4 à 4 les barreaux de l'échelle sociale. Certains gnoblards désespérés vont même jusqu'à requérir l'aide du boucher ogre de la tribu. Ce dernier recourt à des méthodes expéditives pour faire gonfler le nez et les oreilles de l'infortuné gnoblard, qui peut s'estimer heureux s'il survit à cette expérience traumatisante. Lorsqu'une tribu nomade ogre arrive sur un nouveau territoire, pitance rime avec abondance, même pour les gnoblards. Des carcasses à demi dévorées et autres reliefs de repas orgiaques encombrent le camp des ogres sustentés. Cette période voit les gnoblards se multiplier très rapidement, car même les plus faibles parviennent aisément à trouver de la nourriture. Mais une fois que les ogres ont ravagé la contrée et dévoré tous les animaux plus gros qu'un lapin, la vie devient difficile. Un camp rempli d'ogres affamés n'est pas vraiment synonyme de sécurité, et les rares morceaux de viande décomposée qui traînent font l'objet d'âpres luttes. Les gnoblards malins utilisent les plus faibles et les plus stupides pour sauver leur peau. Dans les bidonvilles gnoblards, survivre consiste souvent à pousser un ami ou un parent dans le chaudron. Ces bidonvilles sont les lieux où les gnoblards se regroupent pour vivre indépendamment de leur maître ogre. À mi-chemin entre la décharge et la fourmilière, des centaines de gnoblards y accumulent tout ce qu'ils trouvent dans les parages en l'incorporant à leur bicoque. L'habitation gnoblard varie donc énormément en fonction des matériaux employés et du génie des constructeurs. Certains possèdent des tentes faites de peaux animales tendues sur des branches ou des huttes sommaires faites de briques et de brocs, d'autres entassent simplement tout ce qu'ils trouvent et creusent un trou sous la pile. Voler des matériaux à son voisin est une pratique répandue, et le gnoblard qui abandonne son foyer sans surveillance risque fort de ne plus rien trouver à son retour, ou pire, découvrir qu'un groupe s'est installé à sa place. Les gnoblards ont cependant un certain esprit de communauté, et lorsque les temps sont durs, des voisins se rassemblent pour chasser et tuer les plus faibles d'entre eux. Des tractations préalables définissent le partage du corps et des trucs brillants lui ayant appartenu. Des gnoblards très malins, pour peu que cela existe, arrivent parfois à retourner leurs assaillants contre eux-mêmes et profitent de la confusion pour mordre un bras ou une jambe. Les montagnes des larmes sont un lieu dangereux pour les gnoblards et les campements ogres leur offrent une source de nourriture et de matériaux ainsi qu'une certaine sécurité. Cette dernière est toute relative si l'on considère ceux qui ont été éviscérés par curiosité, écrasés accidentellement, tués à coups de pied au cours d'un jeu ogre sur lesquels on s'est assis par inadvertance, ou bien ceux qui ont offensé par mégarde un ogre. Si l'offense était délibérée, il s'agit en fait d'un suicide. Nonobstant ces risques de la vie quotidienne, les gnoblards aiment à vivre près des ogres et les bidonvilles s'installent dans tout espace laissé libre dans les camps pour ensuite s'étendre vers l'extérieur dès que la place vient à manquer. Toutefois, les ogres ne supportent pas l'intrusion des gnoblards dans leur espace vital et ils sont cantonnés aux zones de peu d'intérêt comme les tas d'ordures, les amas de rochers, les fosses à détritus et les lieux d'aisance. Si un ogre considère qu'une habitation gnoblard est trop proche de sa yourte, il l'aplatira, de préférence avec ses occupants encore à l'intérieur, avant d'en disperser les restes. Les gnoblards malins l'ont bien compris et essaient de convaincre leurs voisins les plus gros de s'installer dans ces zones dégagées mais à risque. Lorsque tout espace sûr et disponible du camp est occupé et qu'il est impossible d'entasser plus haut des débris ou de creuser plus profondément, l'extérieur des camps commence à être colonisé. Un observateur prudent, toute imprudence étant récompensée d'un coup de massue derrière la nuque ou d'un vieux piège à l'eau rouillé, peut estimer le nombre de gnoblards d'un campement ogre à l'étendue de ces bidonvilles. Il est courant dans un camp d'attacher plusieurs gnoblards au sommet d'un mât ou d'un arbre pour servir de système d'alerte. En théorie,
Lorsqu'une menace apparaît dans la direction correspondant à l'un des gnoblards, il se met à crier et déclenche ainsi l'alarme. En pratique, le système est assez peu fiable en raison des fausses alertes et des disputes entre les 4 guetteurs. D'une façon ou d'une autre, les ogres s'assurent cependant qu'il y a toujours quelques gnoblards vigilants pour monter la garde. Parmi les traditions gnoblards, il y a l'arène. Il y a toujours une arène les jours de festin. Ce jeu symbolise parfaitement les relations qui unissent les ogres et les gnoblards et tient une place bien particulière dans chacune des 2 cultures. Il trouve ses racines dans un jeu enfantin traditionnel chez les ogres, la patte à vorton. Les jeunes ogres qui s'ennuient s'amusent en jetant des restes de vêtements et des pièces sans valeur au beau milieu d'un groupe d'esclaves. Les résultats sont spectaculaires avec les gnoblards, et une violente bagarre éclate immanquablement tandis que les pauvertes essaient bec et ongles de s'approprier les babioles. Les ogres adultes ne renient pas non plus ce type de divertissement et le jeu enfantin est devenu un sport très populaire. L'arène gnoblard se tient les jours de fête et nécessite, comme son nom l'indique, une fosse ou une arène. Entre 10 et 40 volontaires gnoblards s'y pressent alors que les ogres repus aux sorties du festin se massent aux alentours, un tonneau à la main. Dès que le signal est donné, généralement par le tyran, un cogneur ou l'un des ventres durs, des trucs brillants ayant quelques vagues valeurs sont lancés dans l'aire de jeu. Les gnoblards se précipitent alors pour les ramasser. Tout ce qu'ils parviennent à porter ou traîner jusqu'à la bordure de la zone leur appartient, y compris s'il s'agit de morceaux des autres participants. Autour de l'arène, les paris vont bon train sur quel gnoblard va récupérer quel objet ou sur lesquels vont survivre. Les buffles ivres beuglent en direction des concurrents sur ou contre lesquels ils ont parié. Les chansons paillardes et les injures sont courantes, mais il est très mal vu pour les ogres d'intervenir physiquement dans la partie, même si jeter de la nourriture ou d'autres gnoblards est toléré. Il arrive toutefois qu'un buffle particulièrement énervé ou éméché, voire les 2 à la fois, entre dans l'arène pour corriger un gnoblard qui lui a fait perdre de l'argent. Cela reste tout de même assez rare, car outre le fait de commettre un impair social, le fautif risque aussi d'influencer involontairement les paris de ses congénères. Et les ogres sont connus pour leur façon directe d'exprimer leur déplaisir. L'arène gnoblard est également très populaire auprès de ces derniers qui n'hésitent pas à mendier, voler ou même travailler pour pouvoir avoir le privilège de suivre une partie. Cet intérêt est si grand que ce sport est en passe de détrôner des jeux traditionnels comme l'arrache-nez. Parmi les autres jeux traditionnels et chaotiques des royaumes ogres, il faut citer les joutes gnoblards à dos de porc. Il n'est en effet pas rare de voir dans un camp des groupes de gnoblards vociférants qui se chargent les uns les autres, montés sur des cochons qui couinent. Les cavaliers sont tellement absorbés par leurs joutes que certains continuent même à lancer leurs cris de guerre après avoir été désarçonnés. Néanmoins, les tribus les plus civilisées ont mis au point des variantes plus organisées auxquelles les ogres assistent parfois. Celles-ci voient 2 chevaliers gnoblards se faire face, juchés sur leur verra de combat, harnachés avec toutes les protections qu'ils ont pu rassembler et armés de longs bâtons pointus. Lorsque le signal est donné, ils s'élancent l'un vers l'autre et tentent de désarçonner leur adversaire sans tomber de cochon. Cette parodie des rencontres bretonniennes voit souvent des cavaliers impatients partir sans leur lance et finit avec les montures qui courent en liberté dans le camp. À la maladresse gnoblard s'ajoute le public ogre qui lance des projectiles ou lorgne avec appétit sur les montures des participants. Au sein de la société gnoblard, il existe différents rôles, différentes classes. Dans les tréfonds de l'échelle sociale, on retrouve les rebuts. Ces gnoblards malodorants constituent la plus grande partie de la population. Ils sont la lie de l'espèce, trop faibles, paresseux, stupides ou blessés pour essayer de se faire un nom ou de servir un ogre. Ils survivent tant bien que mal grâce à une économie basique qui encourage un nombre incalculable de métiers indésirables, dangereux ou inutiles.
cuiseurs de ragougnas, déterreurs de scarabées, ramasse-bâtons, appâte-belettes ou goûteurs de purin ne sont que quelques-unes des carrières ouvertes aux jeunes gnoblards. Les rebuts réalisent la plupart des tâches ingrates dans les campements ogres, tout en étant battus par leurs congénères des classes plus élevées. Leur seul espoir de progression sociale est d'intégrer l'un des clans servant les ogres, et les plus ambitieux peuvent devenir gnoblards de compagnie de l'un d'eux. Cependant, la compétition est rude, et les rêves de nombreux rebuts se terminent dans le chaudron du voisin ou sous le pied d'un ogre distrait. La pratique qui consiste à ne rien gaspiller, également connue sous le nom de cannibalisme par ceux qui aiment les mots savants, est très répandue chez les rebuts, et lorsque les temps sont durs, les faibles ne meurent ni de faim ni de froid. La richesse n'y fait rien, et louer les services d'autres gnoblards comme garde du corps est inutile car tôt ou tard, ils vont s'apercevoir que vendre leur employeur au boucher ogre et dérober ses biens est également source de profit. Après tout, les gnoblards ont beau être stupides, ce type de raisonnement vient aisément à l'esprit des moins vifs d'entre eux. C'est pourquoi tout rebut qui se respecte prétend toujours être pauvre et cache, souvent en les enterrant, ces objets brillants. Ils ne les sortent de leur cachette que lorsqu'ils pensent que nul ne le voit faire et jubilent en les caressant. En effet, les gnoblards sont fascinés par tout ce qui brille et accordent de ce fait beaucoup de valeur à ces objets. La caste des guerriers est constituée des gnoblards les plus forts et les plus émancipés. Ils sont les durs et les brutes de la race gnoblard. Dans l'ensemble, ils se déplacent en bande et passent leur temps à chasser, se battre et tyranniser les autres gnoblards. Lorsque les ogres ne sont pas à portée de voix, ils se montrent fiers de leur indépendance et certains vont même jusqu'à se vanter de ne recevoir aucun ordre de la part des ogres, mais bien évidemment, ces fanfaronnades s'évaporent en présence de l'un de ces derniers. Ils toisent les gnoblards plus petits qui servent les ogres et les affublent de quolibets tels que lèche-bottes, lustre-plaques et d'autres bien pires. Ils méprisent tout particulièrement ceux qui sont marqués à l'oreille par leur maître et qui le servent comme animal de compagnie. Cependant, ils sont bien trop effrayés pour leur faire autre chose que leur donner un léger coup de pied lorsqu'ils s'éloignent trop de leur ogre. Les guerriers s'imaginent volontiers comme de grands combattants, et en temps de guerre, ils se rassemblent pour rôder sur le champ de bataille en quête de butin ou de blessés à achever avant l'arrivée des autres gnoblards. Ces bandes sont généralement constituées d'un nombre faramineux de chefs autoproclamés, ce qui génère des chamailleries constantes. Les ogres considèrent ces rassemblements de gnoblards comme de la chair à canon, et les voir se faire massacrer est toujours perçu comme une bonne mise en jambe avant le gros de l'action. Bien qu'ils prétendent le contraire, les guerriers font preuve de la lâcheté commune à tous les gnoblards. Ainsi, au premier signe de faiblesse du camp ogre lors d'une bataille, on peut les voir fuir en masse. Un petit groupe de gnoblards effrayés et complètement sourds serre les crache-plombs. Ces gnoblards torches sont emmenés au combat perchés sur l'épaule de leur maître, d'où ils peuvent mettre le feu aux poudres lorsque l'ordre leur en est donné. L'ogre peut ainsi se concentrer sur son tir et s'assurer qu'il tient le canon dans le bon sens. Ces infortunés gnoblards portent tous la marque d'explosions malencontreuses. Leurs maigres possessions sont noircies et à demi brûlées car le mélange unique de curiosité et de stupidité propre aux gnoblards ne fait pas bon ménage avec la poudre noire. Cela amuse au plus haut point les crache-plombs, et ils ont des rituels d'initiation pour les nouveaux gnoblards torches qui impliquent toujours de la poudre noire. Seuls les plus chanceux ne finissent pas éparpillés en petits morceaux fumants. Ces pratiques ont donné naissance au jeu baptisé « Boom », qui consiste en un affrontement de 6 à 10 gnoblards. En utiliser plus serait un gaspillage de poudre, à moins qu'il s'agisse d'une occasion spéciale. Chaque gnoblard a une petite boîte remplie de poudre et munie d'une mèche accrochée sur son dos. On donne à chacun une torche et le jeu commence. Les gnoblards les moins intelligents se battent comme à leur habitude avec griffes et coups de pied, et ils explosent assez rapidement. Par contre, les survivants auront appris, par la pratique, que poudre et flamme ne font pas bon ménage.
Ceux qui l'auront découvert en allumant un congénère seront officiellement adoptés comme Gnoblar Torche. Ceux qui en auront fait l'expérience à leurs dépens participeront au banquet de réjouissance d'une toute autre façon. Les ferrailleurs, également appelés Pis, sont les marchands de la société Gnoblar. Sans doute en raison de la grande pauvreté dans laquelle cette race vit, ses membres ont tendance à accumuler tout ce qu'ils trouvent, en particulier les objets brillants ou manufacturés. Les choses abandonnées par les autres races constituent la base de l'économie Gnoblar. Comme les ogres obtiennent l'équipement qui leur est nécessaire par le pillage et qu'ils ne réparent pas, les Gnoblars sont les heureux propriétaires de détritus en provenance des quatre coins du vieux monde. Tel cet arc elfique brisé qui côtoie des fragments d'un chariot de la route de l'ivoire et les restes d'une bannière impériale, l'ensemble subissant l'outrage de constituer une tente Gnoblar. Les ferrailleurs ont poussé à son paroxysme cette tendance à tout s'accaparer et ils entassent tout ce qu'ils parviennent à récupérer, échanger ou voler. Les clans les plus fortunés font du négoce en allant de tribu en tribu avec des caravanes de véhicules tractés par des rhinox et escortés par des gardes. Bien qu'ils commercent avec tous ceux qu'ils rencontrent, le voyageur civilisé aura bien du mal à trouver dans leur stock une marchandise d'intérêt. Quant aux ogres, ils se contentent de leur prendre ce dont ils ont besoin. Les Pis mettent régulièrement à la vente différents artefacts récupérés sur les corps de grands héros ou issus des fouilles de fabuleuses ruines. Ces objets sont visiblement faux et remplacés après chaque vente, mais comme le dit l'adage, derrière chaque légende se cache une part de vérité. Certains ferrailleurs, tandis qu'ils manipulent des objets issus du monde entier, se sentent inspirés et tentent d'émuler les créations d'autres races. Malheureusement, l'incompétence, le vol et les chamailleries constantes mettent un frein important au génie des inventeurs Gnoblar. Ces derniers compensent ces handicaps avec un enthousiasme aveugle et un mépris du danger. Ainsi, si leurs machines restent généralement inefficaces et dangereuses, certains modèles fonctionnent plutôt bien. C'est par exemple le cas du lance-ferraille, engin inspiré par les débris d'une catapulte naine. Quoi qu'il en soit, la chose la plus précieuse et efficace dans les caravanes de ferrailleurs est sans nul doute le rhinox. Les spécimens dressés par les Gnoblars sont rares et irritables, mais leur possession rend de multiples services. Dans certains bidonvilles, des Gnoblars se spécialisent dans l'élevage et le dressage de diverses espèces animales, de l'inoffensif bousier au colérique rhinox. Ces derniers sont si agressifs de nature que, selon les critères humains, il est impossible de les domestiquer. Toutefois, en ce qui concerne les Gnoblars, les dommages occasionnés par l'animal sont tout à fait acceptables et même assez amusants lorsqu'ils impliquent quelques congénères. Les très jeunes rhinox sont ainsi volés à leur mère par des trappeurs et remis aux éleveurs ou ferrailleurs du même clan pour qu'ils soient dressés. L'apprentissage se résume souvent à la présence de groupes de Gnoblars équipés de bâtons pointus sur les flancs et l'arrière de l'animal, mais la méthode semble être assez efficace. Les maîtres dresseurs Gnoblars ont un rite d'initiation particulier où l'apprenti doit se glisser sous le rhinox et couper un morceau de son épaisse fourrure avec un couteau, la partie charnue parfois ôtée par mégarde aidant beaucoup dans la domestication de la bête. La milice et les chefs autoproclamés des bidonvilles n'acceptent dans leur rang que les plus grands Gnoblars et ils attirent donc les membres les plus avides de pouvoir de leur race, les ventres de bois. Ils demeurent cependant entièrement soumis à leur maître ventre dur, source de leur statut, tout en étant un peu moins enclins à les vénérer comme les autres Gnoblars. Ils restent tout de même des faibles d'esprit bien peu courageux et finissent tous par devenir des sycophantes patentés. Il arrive qu'un ogre s'intéresse à un Gnoblar en particulier. Il lui arrache alors un morceau d'oreille avec les dents pour le marquer comme étant sa propriété. Cette pratique est généralisée car l'empreinte est indélébile, facilement identifiable et unique. Il s'agit en outre de la marque de propriété la plus importante qu'un ogre puisse donner à un Gnoblar, qui dès lors devient à la fois un animal de compagnie et le chef des autres esclaves de l'ogre. Les Gnoblars ainsi promus bénéficient d'une relative sécurité et d'un statut
qui leur permet de déambuler dans le camp ogre tout en molestant leurs semblables en toute impunité. Ils s'affublent aussi du titre pompeux de Seigneur Gnoblard. Mais lorsqu'ils ne sont plus à portée de voix, les autres Gnoblards emploient pour les nommer des qualificatifs bien moins élogieux, dont le plus mesuré est sans doute Lèche-Botte. Les ogres sont très attentifs à leur choix lorsqu'ils marquent un Gnoblard, et ce dernier comprend bien qu'il ne doit son statut qu'à la protection accordée par son maître. C'est pourquoi, plus ces Gnoblards en abusent, plus ils craignent de la perdre et développent une paranoïa aiguë qu'ils soulagent en essayant de plaire à leur protecteur. Dès lors qu'un ogre a mordu plusieurs Gnoblards, ils sont tendus et passent leur temps à se chamailler pour s'attirer les faveurs du maître, tout en vivant dans la crainte qu'il n'estampille d'autres Gnoblards. Malheureusement, satisfaire un ogre pour s'attirer ses bonnes grâces est une tâche pour le moins ardue. Les seigneurs Gnoblards n'ont donc d'autre choix que d'accepter la présence de rivaux qui vont partager leur fardeau. Les Gnoblards qui ont perdu leur protecteur font peine à voir. Comme il conserve définitivement sa marque, il continue à arpenter le camp en usant de son nom pour extorquer nourriture et objets de valeur. Mais la mascarade dure rarement très longtemps, et dès que la nouvelle de la mort de l'ogre est connue, une foule constituée des victimes passées du seigneur Gnoblard se rue sur lui pour réclamer vengeance. Le malheureux a les oreilles et le nez arrachés, à coups de dents pour signifier sa perte de position. S'il a de la chance, c'est-à-dire que la chasse a été bonne, il sera battu jusqu'à l'inconscience. Sinon, ses congénères cannibales pourront bien ne pas se contenter de ses appendices faciaux. Malgré tout, certains parviennent à dissimuler la mort de leur maître pendant de longues périodes. Porter la marque d'un ogre vivant à son insu, ou celle d'un ogre inconnu ou mort depuis longtemps sont des fraudes courantes. Il existe toutes sortes d'astuces pour obtenir de fausses marques de dents. De la découpe faite avec un couteau, un piège à loup ou une vieille mâchoire d'ogre, jusqu'au Gnoblard qui s'introduit dans la tente d'un ogre durant son sommeil et laisse pendre son oreille dans la bouche de ce dernier tandis qu'il ronfle. Ainsi, un vieux crâne d'ogre ou simplement une paire de mâchoires sont très prisés par les Gnoblards et il n'est pas rare que la morsure de grands héros ogres continue à être arborée par des Gnoblards longtemps après leur trépas. La plupart des Gnoblards servant directement les ogres se retrouvent dans la catégorie des brutes. Ils ont de larges oreilles tombantes et de gros nez et molestent tout Gnoblard plus petit qu'eux. Mais leur arrogance diminue en présence des plus grands Gnoblards et de ceux qui servent l'élite ogre. Leur apparence varie beaucoup et dépend de l'équipement qu'ils récupèrent ou extorquent à leurs semblables. Par contre, tous ont tendance à singer leurs maîtres, les adorant tels des héros. Si leurs costumes sont similaires, cela vient sans doute du fait qu'ils utilisent tous les objets dont l'ogre se débarrasse. Les brutes s'identifient tant à leur protecteur que la perte de ce dernier constitue un terrible choc émotionnel, et nombreux sont ceux qui refusent de croire à leur disparition. La caste des porte-dents est sans aucun doute celle qui suscite le moins d'envie parmi les Gnoblards servant les ogres, car les bouchers, qui sont généralement servis par des esclaves de différentes races, usent sans discrimination sur ces derniers de violence et de torture, aussi bien pour le plaisir que pour affirmer leur autorité. Malgré cela, de nombreux Gnoblards désirent servir un boucher, à la fois pour avoir accès à de la meilleure nourriture, mais aussi pour pouvoir voir de près la gastromancie. Cependant, cet optimisme se dissipe rapidement lorsque le porte-dents découvre que, contrairement aux autres ogres, le boucher ne tolère ni l'incompétence, ni l'anarchie, ni le vol qui sont en général associés à la présence de Gnoblards. Or, si ces derniers sont endurcis, ils sont également crétins et peu attentifs, si bien que pour obtenir un semblant d'ordre, le gastromancien doit maintenir ses Gnoblards dans un perpétuel état de terreur. Les survivants sont abattus et essaieraient sans doute de disparaître dans un bidonville si les bouchers n'avaient pas l'étrange don de les retrouver sans peine pour ensuite les torturer durant des jours. En réalité, il semble que la traque aboutisse plutôt grâce à la délation qu'à l'emploi de pouvoirs magiques. Mais finalement, la meilleure raison de ne pas devenir porte-dents est que les bouchers ont tendance, au cœur de la mêlée, à requérir en une bouchée leur entière participation pour épicer un peu plus leur sort de gastromancie. Les trappeurs sont des Gnoblards spécialisés formant un groupe très indépendant issu des rangs des guerriers.
Alors que ces derniers passent l'essentiel de leur temps à se chamailler au camp et chassent très peu, les trappeurs le quittent durant d'assez longues périodes où ils essaient d'attraper de petits animaux. Dans l'ensemble, ils exercent une prédation sur tout ce qui est trop petit pour être, aux yeux d'un ogre, digne d'un intérêt alimentaire. À l'instar de leurs congénères, les trappeurs préfèrent piéger leur proie puis la piquer avec un truc pointu alors qu'elle est à leur merci. En conséquence, ils développent une certaine compétence dans le piégeage, et s'il arrive parfois qu'un dispositif fonctionne à leurs dépens, il y a toujours un confrère qui se fera une joie d'en profiter et d'ajouter le gnoblard malchanceux aux prises du jour, après l'avoir torturé à mort bien sûr. Les trappeurs sont en adoration devant les chasseurs ogres et mendient l'honneur de pouvoir traquer à leur côté les bêtes des cavernes. Il est rare que les pièges des gnoblards fonctionnent tant ils sont minuscules en comparaison avec la proie qu'ils ont plutôt tendance à enrager, mais le chasseur trouve toujours une utilité à ces aides pathétiques, ne serait-ce que pour servir d'appât. Quiconque voyage dans les montagnes d'Alarm doit se méfier s'il croise une bête blessée qui pourchasse une petite bande de gnoblards, car souvent, le chasseur ogre n'est pas très loin. Les mordilleurs d'hommes. C'est une caste qui se considère comme l'élite des gnoblards et ses membres se parent de pièces d'équipement originaires de pays lointains. Ils sont bercés d'histoires des guerres s'étant déroulées un peu partout dans le vieux monde et déambulent donc dans le campement tels des héros de retour de conquête. Exposés en permanence au récit des mangeurs d'hommes, ces gnoblards n'aspirent qu'à leur ressembler. Cependant, rares sont ceux qui quittent effectivement le camp pour partir à l'aventure vers des terres étranges et sauvages, et ceux qui en reviennent le sont encore plus. Ainsi, ils passent leur temps à ressasser des histoires racontées par d'autres et dont le sens leur échappe souvent, tant et si bien qu'ils transmettent des histoires bizarres et improbables qui ne captivent un public de petits gnoblards que parce qu'ils espèrent pouvoir récupérer quelques miettes de nourriture, voire un fond de bière ogre. Certains gnoblards ont marqué l'histoire de leur peuple à leur manière. Gorgruk l'affamé ne pouvait cesser de manger une chose dans laquelle il avait mordu. C'est ainsi qu'il avait toutes les difficultés à marquer ses gnoblards fétiches. Son histoire tragique devint une légende et des gnoblards désespérés ou avides de protection finissaient immanquablement dans son estomac. C'est après une session où il engloutit successivement 20 gnoblards qu'il eut une révélation. Sa gloutonnerie était sans aucun doute une récompense de la gueule. Gorgruk devint donc boucher et prit l'habitude de consommer rituellement au moins 20 gnoblards pour honorer sa divinité. Naturellement, personne n'a pris soin de consigner l'avis des gnoblards sur la question. Boing sans cervelle devint si inquiet que d'autres gnoblards ne se rapprochent de son maître qu'il déroba au boucher de la tribu des substances qui lui permettaient de rester éveillé nuit et jour pour surveiller son ogre. Il existe 3 variantes de la conclusion de cette histoire, mais toutes 3 s'accordent sur le fait que le pauvre gnoblard connut une fin atroce. Soit des mains de gnoblards jaloux qui lui tendirent une embuscade lorsqu'il alla chercher de l'eau, soit du fait de son propre maître qui fut courroucé d'être constamment observé, ou enfin des mains du boucher qui l'avait volé. Cette 3e version décrit en détail les sévices dont il fut victime. Le grand roi seigneur Bézef fut le gnoblard en chef de Gressus d'Andorre, l'archityran des royaumes ogres. Doté d'une belle paire d'oreilles tombantes et d'un gigantesque nez péninsulaire, ce gnoblard n'était pas non plus dénué de malice. Il atteint rapidement sa position dominante en devenant le favori de Gressus. Mais son ascension fit des jaloux parmi la horde de gnoblards qui avaient, durant des années, besogneusement servi l'archityran. Se sentant à juste titre menacé, Bézef œuvra à attiser les querelles incessantes qui agitaient les autres gnoblards. Tant et si bien que l'irréparable advint. Une rixe dans le garde-manger du maître a induit un retard lors du service de son 3e petit déjeuner. Gressus entra dans une rage indescriptible et fit écraser tous ses gnoblards, à l'exception de Bézef, qui était resté au pied de son maître à astiquer une dent d'or. Bézef employa ensuite son semblant de génie pour se forger un empire gnoblard de 2 tribus et demie. Tandis que Gressus recevait le tribut des ogres qu'il avait soumis, Bézef extorquait aux gnoblards de ces derniers des piles de trucs brillants et de vêtements presque neufs. Le grand roi seigneur eut une fin tragique,
Il fut écrasé durant la nuit lorsque l'archityran ivre s'affala sur le pot de chambre qu'il était en train d'astiquer avec dévotion.